Pour Roger Penrose et Stuart Hameroff, la conscience aurait une origine quantique. Ce serait elle qui aurait produit l'univers, et par conséquent elle serait là depuis ses débuts. C'est une théorie complètement révolutionnaire, qui exclut toute origine biologique de la conscience, et qui fait de la vie du biologique un outil au service de la conscience. Cette théorie est évidemment très contestée. Cependant, je pense qu'elle met le doigt sur quelque chose de fondamental, quelque chose qui est sous-jacent à la conscience et qui serait effectivement répandu dans tout l'univers. Mais ce processus n'est pas la conscience elle-même. L'élément central de cette théorie est l'effondrement de la fonction d'onde, parce que cet événement est la conscience. Si on veut mesurer une particule, et avant d'effectuer cette tâche, celle-ci se trouve dans différents états possibles. C'est le paquet d'ondes. Ces différents états possibles de la particule est ce qu'on appelle la superposition. L'expérience de pensée d'Erwin Schrödinger permet d'illustrer la superposition. Il s'agit d'une expérience de pensée où on enferme un chat dans une boîte avec un dispositif qui a une chance sur 2 de libérer un poison mortel. Tant qu'il n'y a pas d'observateur, le chat est en même temps vivant et mort. C'est la superposition. Mais si quelqu'un vient ouvrir la boîte pour observer le chat, ce dernier sera soit vivant, soit mort. Cet acte d'observation du chat réduit les différentes possibilités en une seule. C'est ce qui correspond à l'effondrement du paquet d'ondes. Au niveau de la particule, cela nous informe qu'au cœur de la réalité se trouve une sorte d'indétermination, un flou qui ne se transforme en certitude que lorsqu'on l'observe. Cependant, pour le physicien et prix Nobel Roger Penrose, l'effondrement de la fonction d'onde est quelque chose qui se produit spontanément. Il n'a pas besoin d'un observateur. Et cet effondrement de la fonction d'onde donne naissance à la conscience, au passage du monde quantique au monde dans lequel nous vivons. Dans cette théorie, la conscience viendrait du niveau fondamental de l'univers. Elle est présente à l'échelle de Planck et elle serait là depuis ses premiers moments sous forme de proto-conscience. Et pire encore, l'univers serait une création de la conscience. Si l'effondrement de la fonction d'onde est impliqué dans la conscience ou est la conscience, alors dans notre cerveau, il doit exister des processus quantiques avec effondrement de la fonction d'onde. Et c'est là qu'intervient Stuart Hameroff. Stuart Hameroff est un anesthésiste à la retraite qui effectue des recherches sur la conscience. À l'origine, son objectif était de découvrir comment l'anesthésie retire la conscience, ce qui constituait pour lui le point de départ pour étudier scientifiquement la conscience. C'est en travaillant dans un laboratoire de cancérologie où il étudiait la division cellulaire qu'il est tombé sur les microtubules qui sont responsables de la séparation des chromosomes. Les microtubules sont présents dans toutes les cellules et c'est sur eux que l'anesthésie agit. Dans nos neurones, les microtubules sont disposés de manière unique dans certaines parties du neurone. Et on a découvert que les microtubules hébergent des processus quantiques avec effondrement de la fonction d'onde. Quand les microtubules maintiennent des états quantiques délicats suffisamment longtemps, alors l'effondrement de ces états correspond à des moments d'expérience consciente. En fait, tous les effondrements de la fonction d'onde qui ont lieu dans notre cerveau sont orchestrés dans une structure cohérente avec des informations, un contexte, une signification et des souvenirs qui sont stockés dans les microtubules. Le point important ici est qu'on a découvert que l'anesthésie agit au niveau des microtubules. Elle inhibe l'effet quantique dans les microtubules, et c'est cela qui provoque le retrait de la conscience. Par déduction, la conscience est quantique. Elle est fondamentalement liée aux microtubules et à leur processus quantique. Mais si la conscience est quantique, alors cela entraîne une conséquence complètement déconcertante concernant l'existence après la mort. Il est important de préciser que pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation. Pour comprendre ce dont il est question ici, il faut noter que l'information quantique ne disparaît jamais. Elle se redistribue, se dilue, s'enchevêtre avec l'environnement, mais reste codée quelque part dans le système global. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'information quantique. Si la conscience est quantique et que l'information quantique ne disparaît jamais, alors l'information quantique qui constitue la conscience ne peut pas disparaître non plus après la mort.
Sur ce sujet, voici l'hypothèse de Stuart Hameroff. Quand le corps meurt et que le sang cesse d'affluer vers le cerveau, et que les microtubules ne reçoivent plus d'oxygène ou n'obtiennent plus ce dont ils ont besoin, l'information quantique, qui est la conscience, se dissipe dans l'univers, mais reste enchevêtrée à cause du soi du défunt, comme une entité en tant qu'âme quantique. Si cette hypothèse de la conscience quantique qui ne disparaît pas avec la mort est correcte, alors elle permet de jeter un regard nouveau sur les rituels funéraires en Égypte ancienne. En Égypte ancienne, il y avait le dicton qui disait que l'ak, la réunion post-mortem du ka et du ba, et leur transfiguration en un être glorieux, lumineux, appartient au ciel et le corps à la terre. Et même, le symbole du ka, c'est-à-dire le symbole de l'esprit, ce sont des mains levées vers le ciel. Pourtant, le ka, comme cela est exprimé dans le temple de Luxor, est quelque chose qui émerge de notre corps vivant, de notre morphologie et de l'intérieur du corps. L'esprit et son extension, qui est la conscience, sont un produit de notre corps, c'est-à-dire qu'ils ont une origine biologique. Par conséquent, le bon sens voudrait que si le corps meurt, ce qui a émergé de lui lorsqu'il était vivant devrait mourir aussi. Or, les rites funéraires égyptiens nous disent autre chose. Il nous faut comprendre que ce qui relève de l'esprit et de la conscience peut être réactivé. C'est ainsi que nous avons des rites pratiqués sur la momie, comme l'ouverture de la bouche et la restitution des 5 sens, qui sont indispensables au fonctionnement de l'esprit. Il en est de même des rites de la restitution du cœur qui symbolisent le siège de la conscience, ceux de la restitution du nom qui renvoient à l'identité, au soi, sans oublier les vases canopes qui contiennent les viscères et qui accompagnent le défunt, la momie elle-même qui représente la morphologie humaine. Tout cela constitue les bases qui concouraient à l'émergence de l'esprit et de la conscience chez l'individu vivant. Si ces rites ont une efficacité, alors il faut admettre qu'ils s'adressent à quelque chose qui est toujours là, en dépit de la mort, quelque chose qu'il faut réhabiliter. Et cette éventualité n'est envisageable qu'avec l'hypothèse de la conscience quantique, qui ne disparaîtrait pas après la mort. En effet, l'information quantique ne disparaît jamais, elle se redistribue, se dilue, s'enchevêtre avec l'environnement, mais reste codée quelque part. C'est ainsi que l'information quantique qui constitue la conscience peut être restaurée après la mort. Et c'est ce que semblent faire tous ces rites funéraires égyptiens de simulacre de la restitution des sens, du cœur qui est le siège de la conscience, du nom qui renvoie à l'identité, de la conservation des viscères. Dans ce cas, voici la leçon à tirer de l'Égypte ancienne à partir de ces rites funéraires. La conscience s'enracinerait à la fois dans le biologique et dans le quantique.